quand on regarde les portefeuilles européens des SCPI, ils sont très concentrés. Parfois même sur des pays qui ont assez peu de profondeur. Je pense à l'Irlande, c'est un tout petit pays et aujourd'hui il y a des investissements de la part des SCPI françaises en Irlande qui sont assez massifs. Bonjour à tous, je suis Clément Renaud, le fondateur de Louvainvest, la meilleure plateforme pour investir en SCPI. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Louis qui vient avec nous pour parler de la SCPI Optimal. Louis est le directeur général adjoint de Consulteam et le gérant d'Optimal. Il connaît donc le sujet par cœur. Alors pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour Louis. Bonjour Clément. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors pour commencer, avant de parler de la SCPI Optimal, ce que je te propose, c'est de refaire un petit point sur la société de gestion Consulteam. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? On est une société de gestion relativement jeune, puisqu'on a été créé mi-2020, pendant le Covid. Petite prise de risque, on va dire, mais on le verra peut-être après, ça nous a plutôt porté chance. Optimal, du coup, rentre dans sa finit sa 5e année d'existence, plutôt, qui nous permettra d'ailleurs de communiquer sur un TRI. Voilà, on espère qu'il sera affiché sur Louvainvest et qu'il sera le meilleur possible. On est monoproduit, on gère une seule SCPI qui s'appelle Optimal, qui est une SCPI small cap, c'est-à-dire qui a vocation à investir dans de petits actifs. Alors pour nous, ça veut dire moins de 10 millions d'euros de valeur unitaire. En pratique, on est plutôt aux alentours de 2,5 millions d'euros aujourd'hui. Une SCPI diversifiée, une SCPI qui aussi a la particularité de n'être investie qu'en France. Ça, c'est un peu à contre-courant du marché. Aujourd'hui, on parle beaucoup des SCPI européennes. On a fait un choix différent. Alors tu dis diversifié, tu entends donc par là diversifié en termes de type d'actifs. C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être quand même des surpondérations? Est-ce que vous achetez vraiment tout de manière homogène? Comment se constitue aujourd'hui le patrimoine d'Optimal? On achète surtout de manière opportuniste. On a une légère surpondération en bureau aujourd'hui, puisqu'on est entre 40 et 45%, ça dépend un peu de l'évolution du portefeuille, et sur les valeurs et en fonction des acquisitions. On a pu profiter d'une décote importante sur le bureau. On a par exemple réalisé l'an dernier 2 opérations en bureau pour presque 11 millions d'euros, donc à peu près la moitié de nos acquisitions de l'année, qui sont de très belles acquisitions. Je prends pour exemple la première, on l'a acheté à un institutionnel, une SCPI, et ça nous a ramené sur des prix de 2015. Donc on a fait un step back de 10 ans sur un actif qui avait été à l'époque entièrement restructuré, et on espère pouvoir communiquer de très bonnes nouvelles sur cet actif en fin d'année sur la valo. Voilà. On pense qu'on a fait une très belle opération. Tu peux pas nous dire à quelle SCPI vous l'avez acheté? Non, mais en fouillant un peu, on peut trouver. Les auditeurs peuvent trouver. Ouais. Tu l'as dit à l'instant, que de la France, pas d'Europe chez vous. Ouais. Pourquoi? C'est effectivement pas ce qu'on voit le plus en ce moment. Quel est votre véritable choix par rapport à ça? Alors, je suis désolé, je vais commencer par parler des autres, mais on n'est pas tout à fait convaincu par les arguments qui sont le plus souvent mis en avant. Alors, il y en a deux. La diversification. Alors, la diversification, on y croit beaucoup. Je viens d'expliquer qu'on avait un fonds diversifié. Mais en fait, quand on regarde les portefeuilles européens des SCPI, ils sont très concentrés. Parfois, même sur des pays qui ont assez peu de profondeur. Je pense à l'Irlande. C'est un tout petit pays. Et aujourd'hui, il y a des investissements de la part des SCPI françaises en Irlande qui sont assez massifs. On dit attention, la diversification, pas certain. Le deuxième argument qui est souvent mis en avant, c'est la fiscalité. C'est un bon argument. Nous, on dit attention, la fiscalité, ça vient après la performance. La gestion de la fiscalité, ça vient après la performance. Et on pense que tout ça, ça pourrait changer, ça pourrait évoluer. On propose une solution d'investissement longue à nos clients. Je rappelle que Optimal, c'est 10 ans comme horizon de placement recommandé. La fiscalité a le défaut de ne jamais être stable. Voilà, on le sait bien en France, puisqu'on en parle pour le budget de l'année prochaine. Et on est dans un contexte aussi où les États cherchent quand même presque tous des ressources. L'Allemagne est en récession. Est-ce que demain, la convention qui est très favorable aux investissements des SCPI en Allemagne reste valable? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Si elle n'est plus valable, les clients des fonds allemands, des fonds ayant investi en allemand, auront un portefeuille allemand qui aura perdu son avantage, un de ses principaux avantages. Donc nous, on n'est pas convaincus par tout ça. Et puis après, en ce qui nous concerne, on est spécialiste de la France. On fait partie d'un groupe qui a fait plus de 10 milliards d'euros de conseils sur des produits français. Edouard, qui est mon co-gérant, et moi, on a l'habitude d'intervenir sur les marchés français. On considère que c'est la meilleure chose pour nos clients, en fait. On préfère... c'est là où vous avez le plus de valeur. C'est là où on a le plus de valeur. Donc on préfère mettre notre expertise en avant et effectivement proposer des investissements en France. Alors là, tu nous parlais d'une acquisition que vous venez de faire récemment. Est-ce qu'il y a d'autres acquisitions peut-être récentes dont tu pourrais ou voudrais nous parler? On a fini 2025 avec un très beau dossier de locaux d'activité loués à 2 filiales de Vinci Énergie,
Donc on est quand même sur disons, un secteur d'activité qui est l'électrification, qui est plutôt le vent en poupe, filiale d'un groupe qui est aussi relativement solide. Enfin, c'est deux sociétés qui ont fini par être rachetées par Vinci, qui vont fêter leurs 100 ans d'existence. Deux très belles structures, on est très contents, et puis surtout on a un preneur à bail qui est très proactif, qui nous parle de sujets de solarisation, d'ombrières, plein de choses en fait. Et donc pour nous c'est du bonheur parce qu'on a vraiment une discussion qui est Vous très n'avez pas besoin proactive. de le convaincre, quoi. Non, on n'a pas besoin de le convaincre, et puis on sent qu'il est moteur, donc c'est bien plus agréable. On sent qu'on va pouvoir valoriser l'actif et qu'on va pouvoir travailler de manière cohérente et intelligente avec ce locataire. Et alors là, pour 2025, est-ce que vous avez déjà des choses dans le pipe? C'est quoi les secteurs vers lesquels vous allez le plus? Tu nous parlais peut-être des bureaux qui étaient un peu surpondérés du fait du contexte. Est-ce que c'est toujours les bureaux, d'après toi, en 2025? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres poches d'opportunités qui se dessinent? Alors sur le bureau, pour le coup, on est vraiment opportuniste. Aujourd'hui, on refuse beaucoup de dossiers bureau parce que bureau, on a une poche qui est un peu élevée dans le portefeuille. Mais si vous avez le dossier de l'année, vous Mais le si prendrez, on a quoi. un bon dossier Ouais. auquel on croit vraiment, on y va effectivement. Là, par exemple, on regarde un dossier à Aix-en-Provence, de très très beau bureau, qui s'intégrerait très bien à l'esprit d'Optimal en fait, parce qu'on est sur un double actif multiloc, donc avec une grosse dispersion du risque, voilà. Donc ça nous plaît, sur une zone qui fonctionne bien, donc pourquoi pas. Après, on regarde surtout les locaux d'activité, le commerce, ça marche toujours très bien, mais c'est difficile de trouver des murs d'hôtel par exemple, du résidentiel, géré ou non. Les murs d'hôtel ça coûte très cher. Le résidentiel, c'est un peu compliqué quand on essaye de sauvegarder un rendement entre 5 et 6. Alors là, en ce moment, on est à plus de 6, mais c'est en partie conjoncturel. Mais même quand on veut faire entre 5 et 6, d'aller mettre du résidentiel dans le fond, c'est toujours un peu compliqué. Ceci dit, on aimerait bien, donc on regarde, voilà, mais là-dessus, assez peu de garanties parce que c'est des dossiers qui sont assez compliqués à trouver. Alors, si la SCPI Optimale vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez réaliser des simulations totalement gratuitement et vous pouvez également prendre rendez-vous avec nos conseillers. Donc, tu nous parlais tout à l'heure d'actifs small caps. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Ça veut dire quoi exactement les actifs de taille moyenne ou petite taille? Qu'est-ce que ça implique de se focaliser sur ce type d'actifs? Quels sont finalement les avantages concurrentiels que vous avez en allant sur ce terrain de jeu? Nous, c'est plutôt petite taille, du coup, small caps. On en parle pour tout ce qui correspond au marché de l'immobilier de volume inférieur à 10 millions d'euros. Effectivement, ça a le vent en poupe. J'en parlais avec Frédéric Tixier. On est passé de part de marché de 7% en 2021 à 13% en 2023. On a un marché d'investissement qui réduit. Alors attends, 13%, là tu parles de la capitalisation des SCPI Non, qui sont sur le small caps ou des Non. nombres de transactions? nombre de transactions. D'accord, de 7 à 13%. Ouais, de 7 à 13%. Donc, on a un marché de l'investissement qui réduit, évidemment, parce qu'on sait très bien que l'immobilier a rencontré une certaine crise à la Transac. Il y a moins de volume, il y a moins de liquidité. Ceci dit, dans ce marché qui réduit, les small caps prennent des parts de marché. Alors ça s'explique pourquoi. En fait, on a des petits produits, donc on a des produits liquides. Donc quand la crise est liée à un sujet de liquidité, forcément, les small caps tirent leur épingle du jeu. Ça a permis quand même d'avoir un peu plus de visibilité sur la valorisation et la tenue de notre portefeuille. Et puis ça a permis aussi de continuer à vivre dans un marché qui était malgré tout animé, et donc de faire des transactions, d'envisager des cessions éventuellement, mais surtout à l'achat, d'avoir des vendeurs et puis de pouvoir faire investir Optimal. Est-ce que vous l'avez vu, pardon de te couper, mais sur la valeur de reconstitution, puisqu'on a pu voir effectivement que certains des acteurs qui ont subi le plus fortement récemment, notamment sur les bureaux, avaient quand même souvent acheté des très gros actifs, peut-être parfois trop gros, sur lesquels ce qu'on appelle les comparables, le nombre de transactions sur des actifs équivalents est extrêmement peu nombreux. Est-ce que vous, le fait que cette forme de liquidité, de fongibilité finalement de vos actifs se ressent également dans l'évolution de la valeur de reconstitution? Moi, je dirais que oui. On a une valeur de reconstitution qui est plutôt stable. On a une décote historique. Oui, entre 3 et 4%. Entre un peu 3 et plus de 4%, 3,5, voilà. On n'a pas les chiffres définitifs pour 2024. On pense que la décote sera au moins stable. A priori, ça illustre quand même une certaine résilience du portefeuille, qu'on explique, nous, de deux manières. Le small cap, c'est-à-dire des actifs qui ont quand même une prime de liquidité, puis le diversifié, c'est-à-dire des poches qui arrivent à... Voilà, on a une poche bureau, on peut s'interroger sur la valeur parce qu'on sait que le bureau, en ce moment, rencontre quelques problèmes. Mais est-ce que c'est vrai sur le small cap aussi? Parce qu'en fait, les bureaux de taille moyenne, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en demande.
demande? Les bureaux de taille moyenne, à mon avis, restent en demande. Ça dépend des zones. Il peut y avoir des zones effectivement dans lesquelles il y a une suroffre. On en parle beaucoup sur la région parisienne, hein, mais ça peut être vrai autour d'autres métropoles régionales. C'est toujours une question d'usage parce qu'on parlait de la valorisation des bureaux. Effectivement, il y a un vrai sujet de liquidité et de taux. Ça, c'est certain. Ceci dit, on commence à avoir des perspectives sur les taux, des perspectives plutôt bonnes, et on a des fonds qui continuent à décoter. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une problématique aussi d'usage sur certains bureaux? On pense que certains acteurs avaient eu une approche qui était devenue un peu value-add, c'est-à-dire que dans un marché ascendant, ils avaient du mal à trouver des produits bureaux, donc ils se positionnaient sur des actifs qu'il fallait travailler, relouer, engager les travaux, etc., en misant sur le fait qu'ils allaient être capables de les valoriser puisque le marché restait ascendant. Et effectivement, quand il y a un retournement de marché et qu'il y a une suroffre, le pari est perdant. Peut-être un double problème sur le bureau. La stratégie, ouais. Un peu comme finalement ce qu'on voit aussi sur les marchands de biens à de nombreux égards un peu partout en France avec pas mal de dossiers assez compliqués, comme tu le dis, quand le marché tout à coup se retourne. Et alors du coup, en termes de concurrents à l'acquisition, parce que le small caps, j'ai l'impression d'en avoir entendu parler pour la première fois il y a, je pense, 2 ans, peut-être 3 ans. Est-ce que vous êtes nombreux aujourd'hui à vous positionner en tant qu'institutionnel, j'entends, pas nécessairement les family office ou des gens qui ont pas mal de moyens par eux-mêmes, mais combien êtes-vous et finalement, qui sont les concurrents principaux que vous voyez? Ouais, alors sur les institutionnels, on est effectivement assez peu nombreux. Ça ne veut pas dire que certains fonds n'ont pas du small cap, mais comme élément de langage et de stratégie, et comme stratégie, finalement, il y a Epsilon qui communique sur du small cap. Il y a Wemo qui vient de se créer aussi. Alors eux, ils sont un tout petit peu différents. Ils parlent de smart cap. Et tu posais la question tout à l'heure des avantages de la stratégie small cap. Pour être tout à fait franc, on a assez peu à le faire. Il y a des avantages en termes de diversification, etc., de dispersion du risque. Mais c'est plus de boulot. Mais c'est beaucoup de boulot, mais ouais, exactement. Et moi, je me souviens très bien d'échanges avec des confrères parisiens. Quand je leur expliquais ce qu'on faisait, ils devenaient livides, quoi. Mais comment vous faites des actifs à 2,5 millions? Mais on bosse, quoi. Alors, je dis pas qu'ils bossent pas, mais ouais, c'est pas mal de travail. Il y a un peu plus de coûts aussi, parfois, pour le fonds, hein, parce qu'il y a des coûts unitaires qui s'appliquent, qui sont pas forcément variables par actif. Ça remet pas en cause le gain lié à la dispersion du risque et à la diversification. Ok, donc les small caps, je comprends bien l'intérêt. Stratégie plutôt réussie, puisque dans le dernier bulletin trimestriel, vous annonciez une cible pour 2024 à 6,5%, que vous avez, je crois, atteint, légèrement dépassé. Ouais, elle est très légèrement dépassée, on va dire qu'on a atteint la cible. Voilà. On vient d'effectuer le dernier virement d'acompte pour l'année, et donc on s'établit sur l'année à 6,51. Donc on l'a atteint. Voilà, c'est atteint effectivement. Bon, c'est effectivement juste au-dessus. C'est toujours mieux de faire 6,51 que 6,49, tu vois, ça aurait été un peu plus décevant. Non mais ça on est d'accord. Ok, donc rendement plutôt très bon, parce que je le rappelle, finalement, sur cette typologie de géographie et d'actifs, je pense que vous serez parmi les toutes meilleures SCPI en rendement. Alors on va vérifier, on attend un peu les dernières stats, mais je pense que vous serez quand même très très bien positionné. La question qu'on se pose toujours par rapport à ça, c'est finalement le contexte était bon. Est-ce que vous pensez que vous serez capable de tenir cette performance sur 2025 et pour les années après encore? Alors c'est une bonne question. On rappelle que la SCPI s'adapte à son marché, hein, et c'est d'autant plus vrai quand elle est en phase de capitalisation. On a annoncé pour 2025 un rendement prévisionnel compris entre 6 et 6,20. Il est toujours supérieur au rendement prévisionnel qu'on prévoit à long terme, hein, qui est compris entre 5 et 6, parce qu'on reste dans une conjoncture qui est positive pour Optimal, qui reste un fonds en développement, qui investit dans un marché sur lequel il est plutôt fort en fait, hein. Le marché reste quand même dégradé. Ceci dit, il y a un certain nombre d'enjeux qui vont arriver. D'abord la baisse des taux. Les taux directeurs vont baisser très très fortement. Là, ils sont annoncés à 2% à la fin du semestre. Alors est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver? Ça ne dépend pas de moi, hein, ça dépend de Christine Lagarde, mais voilà. Mais ceci dit, ça pourrait quand même créer une vraie pression sur le rendement, sur les taux de cap à l'acquisition, et donc sur la capacité à diluer le rendement du portefeuille existant, à reluer plutôt, le rendement du portefeuille existant avec de nouvelles acquisitions. Tu peux juste revenir pour les auditeurs qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas nécessairement le sujet du taux de cap dont tu viens de parler, et en quoi est-ce que les taux ont un impact sur le taux de cap? De manière très schématique, le taux de cap, c'est un espèce de shortcut pour parler de prix quand on parle d'un actif. Et donc, on ne parle pas en prix au mètre carré, hein, dans votre milieu. On peut, mais ça a moins de sens. Non, mais par exemple, nous, systématiquement, en comité d'investissement, on regarde les métriques, évidemment. C'est une manière de communiquer, c'est un espèce de KPI, un espèce d'indicateur qui permet de comprendre la valorisation d'un bien. Et plus ce taux de cap est faible, plus la valeur de l'actif est élevée. Quand les taux de rendement baissent, les valeurs montent. Quand les taux de rendement montent, les valeurs baissent. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Et là, ce qu'on était en train de dire, c'est que a priori, les taux vont baisser. Donc les taux de cap vont baisser un peu aussi, parce que la prime de risque
devrait, normalement, doit rester à peu près stable, voilà, toutes choses égales par ailleurs. Les valos vont un peu augmenter et mettre quelque chose qui coûte un peu plus cher dans le fond, évidemment, ça a un impact un peu négatif sur la performance globale, la performance moyenne. Voilà. Mais ça pourrait, si on se fait pour le coup l'avocat du diable, ou peut-être pas du diable d'ailleurs, ça pourrait aussi augurer de bons signaux sur la valeur du portefeuille, mécaniquement. Effectivement, l'effet inverse, c'est que sur le stock existant, on peut espérer qu'il y ait un retour de certaines valeurs et qu'on arrive à les cristalliser. Ce qui pour vous est assez idéal parce que vous êtes lancé quand même plutôt au bon moment. Tu me disais que l'année dernière, vous avez collecté en collecte nette 30% de la capitalisation. C'est plutôt, en tout cas, ça peut être très sympa pour les investisseurs qui vous ont rejoint dès le début. Ah c'est certain, ouais, tout à fait. Ouais. On ne fait pas de dogme sur la réévaluation du prix de part. On constate qu'on a une décote, on se dit que le portefeuille est résilient, que la thèse d'investissement est pertinente, mais on considère qu'on travaille un produit de rendement. Donc on est là pour servir du rendement, évidemment pour travailler la valorisation de l'investissement de nos associés et on espère que ça montera, mais on n'a pas du tout envie de mettre la charrue avant les bœufs, de communiquer sur des hausses de prix de part. Peut-être que quand on aura fait des sessions d'arbitrage, déjà on y verra plus clair et on sera capable effectivement de dire là on a créé de la valeur. Alors c'est intéressant parce que là tu parles de créer de valeur justement et ça fait à peu près 5 ans que vous êtes lancé. Comment vous réfléchissez à la création de valeur sur le portefeuille? Je pense peut-être à des travaux que vous mettez en œuvre. Comment vous avez en tête cette stratégie sur la valorisation du portefeuille existant? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement on a 5 ans, donc là on rentre dans le concret sur ce sujet. On a des actifs, on va pas dire qui sont encore matures, parce que 5 ans c'est un petit peu court, mais on a des actifs qui commencent à avoir des sujets et qu'il faut travailler en valorisation. On a des preneurs qui nous sollicitent, etc. Nous, la manière de voir les choses, c'est de toujours faire en fonction de nos locataires. Un actif, il faut que ça dégage un rendement. Et donc en immobilier, le rendement, c'est le loyer. L'immeuble, sans locataire, sans loyer, c'est un peu compliqué de le valoriser et d'en faire quelque chose. Nous, on aime bien être proche de nos locataires, en tout cas le plus proche possible, et puis essayer de comprendre un peu leurs souhaits. Ça veut dire parfois qu'on avait envisagé par exemple des plans de travaux sur des actifs, on a finalement décidé de ne pas réaliser parce qu'on était en site occupé, parce que le locataire nous a demandé d'attendre, parce que le locataire trouvait que c'était pas forcément pertinent en ce qui le concerne. On essaye toujours de faire en fonction de nos clients en fait. Alors c'est intéressant parce que ça amène également à un autre sujet de la valorisation, c'est le sujet ESG, notamment je pense à toutes les normes environnementales. Vous avez l'organisation de comités verts qui est mis en avant au sein de votre stratégie ESG. Alors déjà, c'est quoi un comité vert et qu'est-ce que vous y faites finalement dans ces comités ? C'est un peu l'illustration ESG de ce que je disais avant. Le comité vert, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec nos clients locataires et donc de comprendre leurs enjeux en matière d'ESG. Ça peut être une baisse des consommations ou de la solarisation pour de l'autoconsommation, mais ça peut aussi être du confort, par exemple, tout ce qui est alternative à l'autosolisme. On ne va pas, nous, installer une ligne de tram, mais on peut faire des choses. On peut mettre des racks à vélo, par exemple. Voilà, on peut mettre des bornes RVE pour des voitures électriques. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et puis il y a aussi là-dedans une notion de gouvernance et d'échange et de bonnes pratiques avec nos locataires. Et donc ça aussi, on essaye de pousser les bonnes pratiques. Eh bien écoute, très clair. Le mot de la fin, vos objectifs, vos ambitions pour l'année à venir. Nos ambitions restent inchangées. On aimerait continuer. On constate que Optimal s'est bien comporté pendant les 2 dernières années, qui ont été des années difficiles pour le marché. On l'a dit, on part sur un taux de rendement cible 2025 compris entre 6 et 6,20, qui reste supérieur à ce qu'on propose dans le cadre de l'horizon de placement recommandé de 10 ans. Ça s'explique par la conjoncture. On va rentrer dans une période un peu délicate en France et même en Europe. Et donc nous, on souhaite faire nos meilleurs efforts pour sauvegarder la valeur du patrimoine de nos associés et puis continuer à servir un rendement qui soit le plus cohérent, le plus stable et le plus élevé possible. Eh bien écoute, de beaux projets pour cette année, surtout pour vos associés. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous le rappelle, si vous souhaitez parler avec nos conseillers, vous pouvez le faire directement avec le lien qui est dans le premier commentaire pour discuter de vos projets sur la SCPI Optimal. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien rater de nos vidéos. Merci. Merci Clément.